BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, Pascal Samama, notre bibliothécaire, qui nous projettera dans l'espace. Et puis Benaouda Abdedaïm, notre globe-trotter, lui, avec toutes ses études glanées sur Terre, mais surtout les continents. Mais tout de suite, on démarre avec nos deux chroniqueurs, nos deux critiques du jour. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et puis grand animateur de la rubrique livre d'Alternative économique. Et puis Julien Damon, enseignant à Sciences Po et HEC. Messieurs, on commence avec votre choix, Christian Chavagneux. C'est le livre de François Ruffin qui s'appelle « Mal travail, le choix des élites ». C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Oui, François Ruffin a fait un rapport parlementaire sur le sujet du mal travail. Du coup, il a transformé ça pour le rendre un peu plus digeste en petit livre aux Liens qui libèrent. Le constat, d'abord, du mal travail. 650 morts par an au travail en France, on n'arrive pas à descendre en dessous. C'est vraiment un problème. Les inaptitudes au travail, c'est visiblement quelque chose qui n'arrête pas de se développer. Il n'y a pas de stats officiels. On a plein de petits indicateurs. Donc Ruffin dit c'est combien en fait, et on n'a pas d'indicateur. Donc lui finit par avoir une stat de la DARES qui dit en 2022 100 000 licenciements pour inaptitude au travail. Et les gens qui sont licenciés, c'est une partie de ceux qui sont considérés par la médecine du travail comme inaptes, surtout compte tenu de votre condition de ne retourner pas au travail. 100 000 licenciements, il dit c'est le plus grand plan social en fait de France de 2022, mais un plan silencieux, obscur, qu'on ne connaît pas. Problème psychologique au travail aussi. Il nous dit que c'est la première cause des arrêts de travail longs aujourd'hui. Bref, beaucoup d'indicateurs pour mesurer ce mal-travail, alors que les Français sont très attachés au travail. Et il donnait une stat que moi, je ne connaissais pas sur le présentéisme, savoir que les Français, et de loin dans les pays européens, sont ceux qui, quand ils sont malades, vont quand même travailler. Mais est-ce que c'est vrai que nos stats sont plus mauvaises que celles des pays étrangers ? C'est très, très clair. Toutes les on dispose de comparaisons européennes, et c'est très clair. On est toujours dans les plus mauvais. Sauf dans le présentéisme, où on est, alors peut-être qu'on est dans les plus mauvais, c'est-à-dire que même quand on est malade, on va travailler beaucoup plus que les autres Européens. Donc ça, c'est le constat. Il nous dit, mais l'explication, c'est quoi ? Et l'explication de François Ruffin, c'est de nous dire, ça a été un choix volontaire de la part des dirigeants politiques et économiques de mettre la France sur une économie low cost. L'économie low cost, c'est d'abord les délocalisations, donc ça allait chercher du travail pas cher, mais à l'étranger. C'est aussi le recours accru à la sous-traitance, et on sait là, toutes les études montrent que la sous-traitance est beaucoup plus accidentogène que chez les donneurs d'ordre. C'est aussi virer les travailleurs les plus âgés, parce que c'est les plus chers. Voilà. Et c'est donc essayer en même temps d'intensifier pour ceux qui restent, d'intensifier le travail. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Donc la dernière partie du bouquin, c'est de dire est-ce qu'il peut y avoir des solutions à tout ça ? Et donc François Ruffin en met quelques-unes sur la table. Déjà rétablir les critères de pénibilité qu'Emmanuel Macron avait supprimés en 2017, développer plutôt que laisser tomber la médecine du travail, l'inspection du travail, et puis par le haut, donner plus de place aux salariés, aux représentants des salariés dans les conseils d'administration, parce qu'on sait que dans les boîtes où il y a plus de représentants de salariés, ça se passe mieux de tous les points de vue. Rétablir les comités d'hygiène et de sécurité et d'organisation du travail. Il propose de les prolonger un petit peu. Et puis, le bouquin de Thomas Coutreau, Coralie Pérez et bien d'autres travaux. On avait discuté ici du livre Que c'est-on du travail de Renaud Pallier. Toutes ces études montrent bien tout ça. Il faut redonner de l'autonomie aux gens, il faut leur donner la capacité de s'exprimer sur l'organisation de travail. Le patronat, nous dit Ruffin, était d'accord pour qu'il y ait un droit d'écoute, c'est-à-dire que les salariés disent on a le droit de dire la façon dont, d'après nous, par le bas, on aimerait bien que... Et c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui a refusé alors que le patronat était d'accord. Donc, on a tout un ensemble de solutions qui sont proposées à partir du constat. Julien, qu'avez-vous pensé de ce François Ruffin ? Si j'en crois Christian, c'est pas sûr qu'au niveau des idées, il y ait des grandes nouveautés, mais est-ce qu'il y a la patte Ruffin, le style Ruffin ? Voilà, on peut commencer par ça, parce qu'il est connu. Il écrit quand même très bien. Exactement, c'est un député picard que tout le monde connaît, il est très investi, il a déjà signé une vingtaine d'ouvrages avec un talent absolument certain. Et c'est d'ailleurs moi ce que je retiens principalement de cet ouvrage, c'est que c'est un portrait très intelligent, très documenté, assis sur deux sources. La première, c'est principalement cet ouvrage de Bruno Pallier, qui est évoqué par Christian et qui a été traité
ici. C'est un ensemble de contributions sur le mal-être au travail, les difficultés et les erreurs du management à la française. Et puis deuxième chose, la deuxième source, c'est du Ruffin lui-même, c'est-à-dire qu'il décrit avec cœur et talent ce qu'il voit dans sa circonscription et au-delà, avec les entretiens qu'il a le matin très tôt, à 5 heures du matin, sur des piquets de grève, ou alors au fur et à mesure de ses déplacements dans les diverses entreprises. Alors il a un objectif avec cet ouvrage quand même, c'est que la gauche redevienne le parti du travail. C'est ça son objectif. De quoi parle-t-il quand il parle de mal travail? On parle un peu de mal bouffe, vous connaissez, on parle de mal logement, vous connaissez. Le mal travail, c'est le mal au travail, c'est ce qu'il dit, c'est le mal-être au travail, et c'est le travail mal fait, non pas en raison de la mauvaise volonté des travailleurs, mais parce que l'organisation du travail à la française pâtit de nombreuses difficultés. On fait donc avec Ruffin le tour de France du globish, c'est-à-dire du travail low cost, du turnover, du burn-out, des bullshit jobs, du lean manufacturing que je ne connaissais pas, du lean management qui est bien connu, tout ceci affectant particulièrement les classes moyennes modestes. Il y a plein de pages extrêmement intéressantes, à la fois techniques, mais en plus de ça rendues par l'écriture très compréhensible, sur la sous-déclaration des accidents du travail, sur l'augmentation des arrêts maladie, sur ce que lui baptise assez joliment les troubles psy qui sont l'amiante de demain, c'est le titre d'une de ces parties. Bon, donc au-delà du portrait, il y a les propositions. Christian les a à peu près toutes signalées. Il y en a deux qu'on peut ajouter à la liste de Christian, et Christian devrait l'avoir dit, c'est vive les coopératives quand même, bien sûr, là où véritablement il y a de la démocratie dans l'organisation du travail. Et puis il fait un appel que les salariés se syndiquent. Il termine par une jolie citation de Jean Jaurès. J'ai cherché à la retrouver d'ailleurs, j'ai eu du mal. Elle est régulièrement citée par les députés LFI, mais je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est très jolie. La Révolution a fait du français un roi dans la cité et l'a laissé serf dans l'entreprise. Alors moi je voudrais faire quelques petites critiques quand même. C'est qu'il y a une thèse générale qui est, je vais être fort pour marquer le trait, mais assez complotiste, parce que son sujet, c'est de dire ce sont les élites qui mettent en œuvre un pacte contre le travail. Je le cite, c'est ce qu'il écrit. Moi, je trouve que c'est un peu forcé dans le ton. Je trouve aussi qu'on a droit au développement obligé sur la bureaucratie néolibérale, sur le méchant libéralisme, et je pense que d'autres que lui, assis sur d'autres ouvrages que ceux qu'il cite, pourraient tout à fait écrire le même ouvrage en décriant la bureaucratie socialiste et en mettant en cause la grande méchante protection sociale collective. Puis je voudrais signaler que c'est un livre qui part quasi essentiellement des salariés. Il y a bien un chapitre sur les auto-entrepreneurs, mais il oublie cette partie du monde du travail qui est évidemment très hétérogène. Mais je terminerai après les petites réserves. En un mot, c'est une analyse très enlevée sur les difficultés contemporaines du salariat français. D'accord. Donc c'est un bon mix en fait. C'est pas que du reportage comme on aurait pu s'y attendre. C'est ça. Voilà, donc c'est un bon mix entre finalement l'expertise et puis le récit comme il sait faire. Exactement. Très bien. On passe à votre choix, Julien. Ça s'appelle La Révolution obligé de David Jayes et Xavier Desjardins aux éditions Alary. Oui, alors c'est un livre dont on commence à beaucoup parler, dont on devrait encore beaucoup parler. Ils passent leur temps sur les plateaux de télé. Les deux auteurs, là, David Jayes est un inspecteur des finances, essayiste, qui a été au cabinet du président de la République en charge du Conseil national de la refondation. Et Xavier Desjardins est un professeur savant et accessible en matière d'urbanisme et de logement. Et il se place là dans cet essai vif, sous le signe de Machiavel, non pas pour faire de l'hypocrisie, mais par rapport à l'urgence de la situation et à la nécessité de mieux gouverner cette transition écologique dont nous, disent-ils, nous parlons tout le temps, mais qui ne se réalise pas, ne serait-ce que parce que les évolutions démographiques mondiales gomment les effets des différents efforts que les uns et les autres peuvent faire. Alors, ils attendent un peu des changements de comportement qu'on peut avoir les uns les autres, la sobriété choisie, mais ils veulent surtout de manière obligée, c'est-à-dire de manière même planifiée, de manière obligatoire, de manière pilotée. On parle là de gouvernance régulée pour que les réseaux et les infrastructures soient mis au service de la révolution verte qui est nécessaire. Je trouve qu'au-delà des sujets techniques qu'ils abordent certainement très bien, quand je dis certainement, c'est que je ne suis pas en mesure de dire si tout est parfait dans l'ensemble de ce qu'ils amènent, c'est la vision géopolitique qui me semble capitale dans cet ouvrage, dont le sous-titre d'ailleurs est « Réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis », parce que ce qu'ils nous disent, c'est que l'Europe tonitruit et annonce des objectifs considérables, mais fait en réalité beaucoup moins que les États-Unis qui, depuis Biden, investissent considérablement pour leur réindustrialisation verte. L'Europe tonitruit, affiche des normes, mais ne fait pas grand-chose par rapport à une Chine
qui est décrite comme du totalitarisme vert, hein, mais qui se donne un objectif de civilisation écologique. Donc on a deux parties du monde qui verdissent, tandis que l'Europe tergiverse. Donc ils ont le projet de faire une réforme du New Deal, du New Green Deal, un nouveau pacte vert européen, avec des mesures concrètes, comme par exemple un pass européen, qui n'est pas une si mauvaise idée, ça, où on mutualiserait tous les financements pour qu'au quotidien, nous puissions participer à cette grande aventure. Moi, ce que je pense, en un mot, c'est qu'au-delà des essais à envolée lyrique sur ces sujets climatiques, on a là un ouvrage concret, pragmatique, avec des visées stratégiques puissantes. Christian Chavagneux. Ouais, je remercie en fait Julien de m'avoir intéressé à ce livre parce que je me suis dit encore un livre sur la transition énergétique. C'est vrai. Bon. Ouais. Et en fait, déjà, il y a beaucoup d'avantages. Déjà sur la forme, c'est très clair. Et enfin, un livre structuré. C'est un livre argumenté et bien structuré. Malheureusement, on lit tellement où ça part dans tous les sens. Et là, c'est vraiment très clair. Les auteurs commencent par nous dire la transition énergétique, c'est difficile, c'est conflictuel dans plusieurs dimensions. Et comme l'a dit Julien, ça n'a pas encore commencé en fait. Par contre, en Chine, aux États-Unis, avec des modalités complètement différentes, ils se sont très fortement lancés dans cette transition énergétique. Nous, en Europe, on a des ambitions extrêmement fortes, extrêmement riches, mais les moyens financiers derrière sont très faibles. Et surtout, à la fin de ce chapitre-là, il lève un petit lièvre qui commence à grossir à l'approche des élections européennes, c'est-à-dire que se développe en Europe une sorte de populisme fossile anti-transition écologique. Et malheureusement, ce n'est pas dans leur bouquin. Je crois que notre gouvernement commence à prendre malheureusement cette voie aussi. Leur approche, après, c'est bien ce qu'a décrit Julien, c'est-à-dire il faut que l'Europe fasse quelque chose. Et l'Europe doit faire quoi? Une politique industrielle. Alors, ils donnent un argument extrêmement intéressant. Ça, on pourrait faire comme après 45, c'est-à-dire acheter les biens d'équipement verts aux États-Unis. C'est la voie la plus simple. On ne fait rien, on attend que les États-Unis se développent et nous, on leur achète ces biens d'équipement. Évidemment, on sera dépendant. Or, le sous-titre, comme l'a dit Julien, c'est comment ne pas être dépendant des États-Unis, ni de la Chine, ni des États-Unis. Eh bien, il faudrait qu'on se développe nous-mêmes notre industrie verte de la transition énergétique. Et là, il faut faire de la politique industrielle, de l'innovation, de la subvention, le pass climat pour avoir une transition juste, c'est-à-dire un droit de tirage pour l'ensemble des ménages pour pouvoir faire cette transition. Sur la gouvernance, ils disent « Oh, pas par le bas, parce que ce n'est pas la multiplication des petits machins qui fait une grande politique stratégique. Pas par le haut, la planification, ça ne marche pas parce qu'ils ont une mauvaise idée de la planification. Je pense que la planification, c'est 45, 50, 55, 60, au moment où on disait il va falloir produire tant de machins en tant de mois. Non, la planification, en fait, ce qu'ils réclament, c'est qu'on mette tout le monde autour de la table et qu'on puisse définir un projet commun pour l'avenir, ce que faisait le plan des années 80-90. Donc moi, je les incite à retravailler sur ce qu'était le plan des années 80-90. Que vous avez très bien connu. J'ai travaillé là-bas, vous y avez travaillé. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent, en fait. Donc, je pense que là, ils ont une mauvaise vue de la planification. Des petites choses générales sur la comptabilité verte, comment mesurer. Ma crainte, moi, c'est que tout ce qu'ils donnent comme critère de réussite de l'Europe, aucun ne se réalise aujourd'hui. Donc, je pense que nous n'allons pas réussir notre transformation et notre indépendance vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Il y en a un qui est en train de se réaliser, puisque quand vous regardez les grandes gigafactories du Nord, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le matériel vient d'Asie. C'est-à-dire qu'en gros, les équipements viennent d'Asie. Il n'y a rien d'européen là-dedans. Non ? Comment ? Il y a de l'américain. Il y a de l'américain, il y a de l'asiatique, mais il y a pas de. Il y a même de la contrefaçon de produits européens et pas de vrais produits européens. Voilà. Et ben passionnant, messieurs, vos deux livres. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, on retrouve notre bibliothécaire du jour, Pascal Samama.